votre audition. Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux de notre commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique par une table ronde sur la certification des entreprises de rénovation énergétique des bâtiments. Nous recevons aujourd'hui les 3 organismes qualificateurs accrédités pour attribuer aux entreprises la mention RGE. L'organisme Qualifelec, représenté par Madame Alexandra Del Medico, déléguée générale. L'organisme Qualibat, représenté par son président, Monsieur Gérard Senior, et par son directeur général, Monsieur Éric Jost. Enfin, l'organisme Qualitaire, représenté par Monsieur Richard Loyen, qui est président de la commission communication et délégué aux affaires publiques. Et je n'ai pas cité votre nom, monsieur Teddy Puot, vous êtes délégué général de cette association Qualitaire. Madame, messieurs, vous représentez, je l'ai dit ainsi, les 3 organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation, COFRAC, et qui sont chargés d'attribuer aux entreprises la mention RGE, reconnue garant de l'environnement. Vous jouez donc un rôle clé dans la fiabilisation des travaux de rénovation énergétique, alors que cette mention, qui distingue les professionnels du bâtiment engagés dans une démarche de qualité, est une condition indispensable pour l'obtention d'un certain nombre d'aides publiques. Lors de nos auditions, de nombreux acteurs de la rénovation énergétique ont dénoncé les imperfections du label RGE. Alors que ce label est censé garantir la compétence de l'entreprise rénovatrice, ces critiques semblent dénoter une forme de perte de confiance chez le consommateur dans la qualité des rénovations et la compétence des intervenants. Du côté des professionnels, notamment des artisans, la critique paraît également vive et nous avons reçu plusieurs témoignages d'entreprises ayant choisi de faire sans, leur clientèle n'étant pas dépendante des subventions pour l'organisation des travaux. Globalement, d'ailleurs, le nombre d'entreprises certifiées est stable, voire il décroît légèrement. Plus généralement, et je sais que notre rapporteur y reviendra, l'équilibre a-t-il aujourd'hui été trouvé entre une certification a priori des entreprises et le contrôle a posteriori de la bonne réalisation des travaux? Partagez-vous ces constats? Quel bilan faites-vous du label RGE? Atteint-il ses objectifs? Est-il efficace contre l'éco-délinquance? Comment peut-on améliorer l'efficience de la qualification et redonner confiance dans la rénovation énergétique? Enfin, quel bilan tirez-vous de la réforme RGE par l'arrêté du 3 juin 2020? A-t-elle permis, cette réforme, de répondre à ces difficultés? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ 5 à 8 minutes chacun, enfin il vous appartient après de vous distribuer la parole comme vous le souhaitez, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à tour de rôle à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous propose peut-être de commencer par vous, Monsieur le Président, et de continuer jusqu'à Monsieur Teddy Puot. Je dis la vérité, toute la vérité, et je le jure.
la vérité, la vérité, je le jure. Toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. La vérité, rien que la vérité, je le jure. Eh bien, je vous remercie. Je vais maintenant, bien sûr, vous laisser la parole. Ensuite, monsieur le rapporteur complétera mes questions et vous posera lui-même un certain nombre d'autres questions. Et puis, nous avons un certain nombre de nos collègues qui sont présents, membres de la commission d'enquête, et qui pourront également vous poser un certain nombre de questions. Donc, je ne sais pas comment vous souhaitez intervenir, si c'est dans l'ordre tel qu'il est là, si, madame, vous voulez commencer la première, à vous de décider. Alors, madame. Merci. Donc, plusieurs questions ont été posées et ensuite, je pense que nous avons également une série de questions qui vont permettre d'orienter cette audition. En propos introductif, Qualifelec est un organisme de qualification qui représente les professionnels du génie électrique, énergétique et numérique. Nous existons depuis plus de 60 ans. Le métier de Qualifelec, c'est la reconnaissance de la compétence professionnelle, de l'expertise technique, du sérieux des entreprises du monde du bâtiment et plus particulièrement des métiers d'électricien. La vocation d'un organisme de qualification, c'est d'évaluer sur une base documentaire la capacité d'une entreprise avec son personnel à réaliser des travaux dans le respect des règles de l'art. Donc ça, c'est le premier point. Le RGE est venu soutenir le marché de la rénovation énergétique et Qualifelec a été autorisé à porter cette mention RGE en complément de la qualification métier des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique. Le bilan, effectivement, c'est que vous parlez d'éco-délinquance. C'est un constat qui est fait sur le marché. Ça représente une très faible proportion des entreprises qui ne sont pas représentatives du monde de la construction. Il faut bien le comprendre. Et notamment par rapport à l'évolution des C2E, ce qui ressort effectivement, c'est que ce sont des entreprises qui ont des structures nationales qui redéfinissent le marché du monde de la construction et qui mettent à mal finalement des professionnels sérieux qui n'y se retrouvent pas, et on le comprend bien, parce que les exigences s'ajoutent à une qualification professionnelle. Elles rajoutent des éléments qui sont tout à fait pertinents, mais au regard de ces éléments, effectivement, ils souffrent sans doute d'un manque de visibilité face à des organismes, des entreprises qui ont d'autres moyens de communication de la mise en avant des C2E. Donc il faut bien comprendre, et on respecte tout à fait le désarroi de ces entreprises qui ont à cœur de montrer leurs compétences. Le système RGE est essentiellement basé sur des éléments administratifs. La compétence métier est quelque chose que nous vérifions chez Qualifelec parce qu'encore une fois, cette mention RGE s'ajoute à un socle métier. Et l'addition de ces éléments fait que chez Qualifelec, à ce jour, nous constatons très peu d'éco-délinquants dans les entreprises, parmi les entreprises qualifiées Qualifelec avec la mention RGE. Voilà ce que je peux dire par rapport aux premiers éléments que vous avez évoqués. Oui. Alors, Qualibat, c'est une association qui a été créée en 1949 pour repérer les entreprises suffisamment compétentes pour assurer la reconstruction du pays. Et donc, cette association, elle est constituée par les principales organisations professionnelles qui représentent le secteur, c'est-à-dire les entreprises, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les contrôleurs techniques. Et à travers ces différentes qualifications et certifications, Qualibat valorise, comme Qualifelec, une sélection d'artisans et d'entreprises qui ont fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire. Voilà. Alors sur
la question directe sur la qualification RGE. Il faut rappeler que quand même pour la mention RGE est toujours attachée à une qualification métier, comme le disait Alexandra Del Medico, parce que les exigences additionnelles du critère RGE sont d'une part le signe qui est attaché à un SIRET, donc un établissement. Il faut un référent RGE qui est formé FIBAT ou ENR, et c'est un référent par établissement, et on doit faire un contrôle de réalisation dans les 24 mois, au cours des 24 mois, et qui suit l'attribution du signe, et d'autre part un second contrôle de la catégorie de travaux si la catégorie de travaux est considérée comme critique. Ça, c'est la règle. Alors, quelle est la procédure pour obtenir une qualification RGE? D'accord, il faut choisir son métier. Je suis plombier, je suis charpentier, je suis plaquiste. Constituer un dossier qui comprend un certain nombre d'éléments très généraux qui concernent les régularités fiscales, juridiques, inscription au métier, etc. Et puis d'autre part, assurance aussi, on vérifie l'assurance, savoir si on a communication du chiffre d'affaires, des effectifs, et une partie technique qui atteste des compétences, le personnel, les références de chantier, les attestations de clients, etc. Et cette complétude de dossier, elle est vérifiée par Qualibat. Ça, c'est notre métier de qualificateur. Ensuite, le dossier est ensuite soumis à une commission d'examen chez Qualibat. Cette commission d'examen, qui est constituée de professionnels, des entrepreneurs, des artisans qualifiés, des maîtres d'ouvrage, publics ou autres, des bailleurs sociaux, ou des architectes, des bureaux d'études, des contrôleurs techniques, des assureurs. Donc on a l'ensemble de la filière qui est représentée. Et c'est cette commission-là qui est l'instance de décision, d'attribution de la qualification et de la mention RGE. Nous avons 130 commissions. Nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Et on a 2700 membres bénévoles qui assistent à ces commissions. Alors, quelle est la spécificité de notre organisme? Nous, on a 35 agences dans le territoire, en métropole et à La Réunion. On a 160 personnes. Ces 130 commissions départementales sont à la fois départementales et nationales, il y a les deux. Et tous les dossiers de demande de qualification et les rapports d'audit RGE sont examinés par ces commissions. Voilà la constitution de comment on devient RGE chez Qualibat. Très bien. Monsieur, juste pour l'instant, vous ne voulez rien rajouter? Non, merci. Alors, troisième, donc... Qualit ENR. Qualit ENR, comme qualité, énergie renouvelable. Qualit ENR. Merci de nous donner la parole. Donc, Qualit ENR, on est plus jeune, on est né en 2006, avec l'Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, la CAPEB, la FFB. Et à l'époque, pour prendre en main la gestion de Qualisol, qui avait été créée par l'ADEME, en 99, qui était la première, entre guillemets, marque pour distinguer les professionnels compétents pour installer des chauffe-eau solaires. Sauf que l'ADEME, son métier, c'était pas de gérer des qualifications, et donc elle s'est fait déborder par le nombre, et elle nous a demandé, en tant qu'organisation professionnelle, de prendre notre avenir en main. Et à ce moment-là, on a étendu le champ de nos qualifications au bois énergie, à la pompe à chaleur, à la géothermie, au photovoltaïque, et plus récemment jusqu'à la recharge électrique pour les voitures électriques. Donc aujourd'hui, c'est 18 000 entreprises pour à peu près 30 000 qualifications actives. RGE n'est pas forcément la panacée, mais aujourd'hui est quand même un bon outil. C'est pour ça que je m'inscris un peu en faux par rapport au constat qui a été dressé un peu acrimonieux contre le dispositif RGE. Il nous permet aujourd'hui de recevoir des récriminations de clients qui ne sont pas contents. Parce qu'ils ne sont pas contents de leur entreprise. Et ce qui nous permet de nous apercevoir que l'entreprise n'est pas forcément qualifiée chez nous. Elle a pu usurper notre marque. Donc ça, c'est des choses, c'est pas notre quotidien, mais c'est régulièrement, on a un cabinet d'avocats qui travaille à mettre en demeure des entreprises pour dire vous utilisez frauduleusement, vous n'êtes pas qualifié, etc. Mais si l'entreprise est qualifiée chez nous et qu'elle a mal travaillé, on peut faire un audit
et on peut suspendre l'entreprise de sa qualification RGE. Donc on a quelque part un système qualité où on fait une promesse de satisfaction au client. S'il n'est pas content, il a le droit de se plaindre légitimement et on va instruire sa demande. Alors après, voilà, aujourd'hui, on reçoit des plaintes d'entreprises qui n'ont jamais été qualifiées chez nous, qui ont été qualifiées mais qu'on a suspendues ou radiées, et très très peu d'entreprises qui sont aujourd'hui dûment qualifiées. Et quand la plainte est justifiée après un contrôle et un audit, la main ne tremble pas, on la suspend, voire jusqu'à la radiation, c'est prévu dans nos règlements. Juste pour prouver l'intérêt des RGE par rapport à pas d'RGE, c'est le photovoltaïque. Avant 2017, il n'y avait pas de RGE pour le photovoltaïque, il n'y avait pas d'exigence. N'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Donc on avait des pizzaiolos qui se transformaient en installateurs solaires. Enfin, on a tout vu dans ce boom du photovoltaïque. Et résultat, aujourd'hui, c'est les professionnels qui sont compétents, qui travaillent bien, etc., qui ont des problèmes pour s'assurer, qui payent des polices d'assurance fort chères parce qu'on a laissé faire n'importe quoi, n'importe qui avant. Depuis 2017, depuis qu'il y a l'exigence RGE pour bénéficier de la prime à l'autoconsommation et de la vente de surplus, on a assaini le marché. Aujourd'hui, enfin, je dirais les éco-délinquants, vu qu'on est en plus un secteur qui est contrôlé de façon récurrente, puisqu'on a été mis sous observation par la QC. Maintenant, on a un audit tous les 14 installations. Finalement, voilà, c'est un marché où les éco-délinquants ont longuement sévi, puisque personne ne les contrôlait. Mais depuis qu'il y a des contrôles récurrents, ils ont déserté le marché, ils sont allés ailleurs dans l'isolation à 1 euro. Voilà, mais maintenant ils reviennent un peu, pas forcément en étant RGE, en vendant de l'autoconsommation totale, où à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être RGE, et ils ne demandent pas d'aide, entre guillemets, parce qu'on a un marché qui gagne en maturité. L'intérêt d'RGE et de l'instruction qui est faite par l'équipe d'instructeurs de qualité ENR, c'est également de détecter des signaux faibles d'éco-délinquance. 2 que je voudrais porter à votre connaissance, des faux centres de formation qui étaient liés à des éco-délinquants. On s'en est aperçu comment? Parce qu'ils faisaient des faux en écriture avec le même formateur que nous, on avait agrémenté. Mais ils faisaient des formations aux 2 endroits en même temps. Un dans un vrai centre de formation, un dans un faux centre de formation. Et le centre de formation, il stampait vous avez réussi l'examen RGE, alors qu'il n'y avait jamais eu de session de formation. Donc ça nous a permis d'engager des poursuites, de faire suspendre ces centres de formation, alors que c'était des machines à tampons pour dire qu'il y avait des gens qui étaient compétents pour rentrer RGE. C'est dire l'attractivité de la marque RGE. L'autre signal faible détecté récemment, le stagiaire clone. C'est la même personne qui va suivre des formations, mais jamais avec la même identité. Alors, à chaque fois, il a l'examen depuis le temps qu'il fait les formations, mais il le fait pour quelqu'un d'autre, pour stamper Monsieur Dupont un jour, Monsieur Ahmed le lendemain, Monsieur Sanchez le troisième formation. Donc, ce qui veut dire que pour nous, on travaille avec les pouvoirs publics pour qu'au niveau de nos centres de formation, maintenant, on exige la carte d'identité quand il faut passer l'examen. Ce n'est pas des choses qui étaient usuelles dans les pratiques parce qu'on ne pensait pas que ça allait aller jusque-là. Donc voilà, RGE, ce n'est pas forcément la perfection, c'est un système qui est à parfaire, mais néanmoins, il nous permet de pouvoir intervenir s'il y a des clients qui se sont fait léser par une entreprise qualifiée. Ça peut exister. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour en se prétendant RGE qui ne le sont pas. Et c'est avec les pouvoirs publics qu'on doit lutter contre ces entreprises, parce que c'est elles qui font du mal au secteur. Et puis tout ce que je vous ai dit sur les signaux faibles avec les gens qui essaient d'avoir des fonds tampons pour se prétendre RGE, faire vite des affaires et partir demain. Eh bien, je vais laisser la parole à notre rapporteur. Est-ce que vous pouvez simplement peut-être rappeler la différence entre qualification et certification? Non, il n'y a pas de... Oui, alors Madame la Présidente, la différence entre une qualification et une certification, c'est que généralement la qualification, elle est sous un régime d'accréditation qui à ce jour est la norme NFX 50091. Norme qui ne sera plus utilisée par le COFRAC, ce qui pose aussi la question de nos accréditations qui vont tomber en fin d'année. C'est un sujet urgent, important. Et les certifications qui sont sous le périmètre de la norme, qui est une ISO-EN 17065. Donc dans le domaine de RGE, vous avez des qualifications et vous avez aussi des certifications. Là, les 3, nous délivrons des qualifications sur la base de la norme NFX. Ce sont des qualifications RGE. Et nous avons également chez Calibat une certification offre globale de rénovation qui est délivrée par notre service Certibat et qui est dans le périmètre de la 17065. D'accord. Je vous remercie de cette précision. Monsieur le rapporteur.
Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour déjà vos premières explications. Peut-être juste rappeler c'est vrai que sur le cadre de notre commission d'enquête, c'est vrai que la question de la qualité des travaux, puisque quand on se penche sur la question des politiques publiques qui sont mises en place pour développer, en tout cas aller plus vite sur la question de la rénovation thermique, c'est sûr que se pose tout de suite la question de la qualité de ces travaux, et donc tout ce qui peut être autour des différentes qualifications, du contrôle également. Et donc c'est vrai que du coup ce label RGE, au centre en tout cas de nos réflexions, puisque c'est vrai que quand on, à la fois avec MaPrimeRénov', etc., on réoriente des gens justement sur ces qualifications-là, et donc on doit s'assurer effectivement que ça fonctionne, et en tout cas qu'elles sont garantes en tout cas de qualité de travaux. Moi j'avais peut-être déjà une première question, précision par rapport à vos différents organismes, puisque entre Calibat, Qualitélec, Qualitélec et ENR, sur une entreprise, on va dire, qui fait l'entreprise générale, qui fait l'ensemble, que ce soit de l'électricité, de la plomberie, de la rénovation thermique, etc. En fait, quel type de qualification, quel type de RGE elle doit avoir, quoi. En gros, si je précise, est-ce qu'une entreprise générale qui a son RGE en électricité, par exemple, ou sur les ENR, peu importe, est-ce que ça suffit en tout cas pour ensuite appliquer et faire l'ensemble des travaux, c'est-à-dire d'isolation, etc., sans avoir d'ouvriers spécialisés sur ce sujet-là? Ouais. Ok. Alors, ça va dépendre du domaine de compétence des différents organismes qualificateurs. Chez Calibat, on a tous les métiers du bâtiment, sauf les électriciens, qui sont donc chez Qualifélec. Mais après, une entreprise, une qualification, tout corps d'État n'existe pas. Ça va être des qualifications par métier. Et après, les qualifications métiers, elles permettent d'être RGE dans une catégorie de travaux RGE. Et les catégories de travaux RGE, elles sont déterminées par le décret du 3 juin 2020. Donc ça veut dire qu'en gros, une entreprise peut faire appel, effectivement, donc forcément, si elle est entreprise générale avec électricité, devra faire appel à Qualitélec pour la partie électricité, ensuite à vous, parce que vous faites en fonction des besoins, mais devra répondre à l'ensemble des catégories, en fait. On peut avoir effectivement un plombier électricien, qui, pour la partie catégorie de travaux, radiateur ou émetteur électrique, va être RGE chez Qualifélec, et pour la partie isolation thermique par l'intérieur, parce qu'il fait des salles de bain, il va être chez Calibat. Ça peut arriver. Merci déjà pour ces précisions. Non, sinon, de manière peut-être plus générale, sur la question, sur la conformité, en tout cas sur le résultat, parce que c'est vrai que du coup, on a des entreprises qui ont leur RGE, qui fait confiance, en tout cas les personnes qui vont faire confiance, et c'est vrai que sur les différentes études qu'on a pu avoir, alors il y en a beaucoup, on va dire, que ça soit sur Que Choisir. Il y avait un rapport du CGEDD là, qui avait été fait, je crois, il y a 1 an à peu près, et qui, avec des retours quand même sur des faibles taux de conformité, en tout cas que ce soit sur l'isolation, que ce soit sur les travaux qui sont réalisés. Et donc ils peuvent justement poser question, de se dire on a justement ce label RGE, et puis derrière, quand on a fait des contrôles, quand on regarde la réalisation des travaux, on n'a pas le résultat en tout cas escompté. Et c'est ce que disait aussi madame, c'est que du coup ça se répercute en fait sur toute la profession, puisque quand on a quelques entreprises qui du coup sont défaillantes, effectivement ça va rejaillir sur l'ensemble de la profession. Et donc ma question, elle était plutôt savoir s'il manque justement plus de, c'était ce qui est souligné dans pas mal de rapports, de contrôle a posteriori. Et d'ailleurs il y a pas mal d'entreprises qui plaident pour justement avoir beaucoup plus de contrôle en fin de travaux, en fin de chantier, pour justement garantir et que les entreprises qui font bien leur boulot, ça soit validé, et puis que celles qui le font moins bien, en tout cas, elles soient mises de côté. Et donc je voulais savoir si du coup il y avait à la fois des réflexions, ce que vous pensiez en fait de cet aspect-là. Ce qui me fait peut-être dire aussi, quand vous avez dit Qualitélec, que vous aviez peut-être moins de problématiques, en tout cas sur votre secteur. Est-ce que c'est lié par exemple au consuel? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une démarche du coup
de consuel qui est dans la profession déjà intégrée en tout cas, et donc de se dire de toute façon il y aura un contrôle fin de chantier et je devrais être conforme, et donc du coup c'est déjà quelque chose qui est intégré. Et derrière, du coup, c'est ma question, c'est que c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, je crois que quand on avait reçu les représentants d'EDF, qui justement proposaient, en tout cas orientés, en disant, en s'appuyant sur le consuel, et en se disant, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un dispositif qui pourrait ressembler au consuel sur d'autres aspects du chantier, mais forcément, du coup, avec un contrôle après travaux, et qui vient garantir, en fait, la qualité des travaux. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, en tout cas, savoir, et puis aussi ce qu'on a pu avoir, certains qui nous disent en fait, justement cette labellisation en fait elle n'est pas, elle est pas tellement efficiente, enfin, en tout cas elle garantit pas totalement une qualité de travaux, et ce qu'on a vu aussi et qui est quand même confirmé quand on a rencontré aussi les représentants de différentes entreprises en disant, et puis la présidente l'a rappelé, le nombre de RGE est stable voire en baisse, et qu'on a plutôt des entreprises, souvent de qualité, qui font le choix délibéré de ne pas aller vers le RGE, parce qu'elles estiment à la fois ne pas en avoir besoin, et que ce ne sont pas forcément les moins bonnes entreprises, quoi. Et donc voilà, ce lien en tout cas entre le label et puis du coup la qualité, et des entreprises qui se disent à la rigueur, qui s'en détournent en tout cas. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas mal vu remonter. Et donc savoir si se dire, est-ce que ce principe d'un label qui du coup est défini en se disant voilà, les travaux sont très bien réalisés, et le contrôle a posteriori, à la rigueur sans label, et de se dire voilà, à partir du moment où les travaux sont bien faits, je dirais quel que soit ça définit de toute façon la qualité de l'entreprise, et c'est quand même ce qu'on souhaite, quoi. Donc un peu votre avis là-dessus, et je sais que c'est pratiqué, je crois que c'est en Allemagne où il y a plutôt ce système de contrôle après coup. Savoir aussi si vous avez peut-être des avis sur ce qui peut se faire dans d'autres pays, en tout cas des retours sur ce qui peut se faire dans d'autres pays, sur justement la qualité des travaux. Voilà, merci. Monsieur Seigneur, après Monsieur Puot, Madame aussi. Alors d'abord, il est important pour nous, Calibat, on va vous donner nos statistiques, parce qu'on a une convention avec l'État qui nous oblige à faire un rapport annuel, et on a, aujourd'hui, sur les 56 000 entreprises qui sont qualifiées chez nous, on a 44 000 environ professionnels RGE. Sur ces 44 000 professionnels RGE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des auditeurs qui vont auditer les chantiers. Et donc, on a 16 000 audits par an. Les dernières statistiques, c'est de 2022. Ces 16 000 audits, on a 83% d'audits sans non-conformité. Ensuite, on a 9% environ de non-conformité mineure. Donc, on est à 92% de travaux qui sont de qualité pour nos chantiers, pour nos entreprises qualifiées. Ce qui est tout mélangé dans les discussions et dans ce qu'on entend un petit peu, discussions de comptoir et autres sur le RGE, c'est on mélange le RGE, le C2E, MaPrimeRénov' et tout ça. Et c'est pas la même chose. Les C2E, c'est un produit financier. Il y a des industriels du C2E qui ont monté leur business plan là-dessus. On va chercher les aides, et notamment, ce qui a beaucoup endommagé la réputation en général des travaux, c'est les travaux à 1 €. Il y a des éco-délinquants qui se sont mis sur ce marché-là, parce qu'il suffisait, en plus, on avait un public de précaires, on leur dit c'est à 1 €, ils disent oui, j'y vais, bien sûr. Et puis les travaux ne sont pas forcément bien faits en général. Les contrôles C2E, ce ne sont pas les contrôles RGE. Nous, on a une grille qui a été bien établie, on a les mêmes avec l'ensemble des organismes de qualification. Et ces grilles-là, elles sont dans le décret. Et un audit de RGE n'a rien à voir avec un contrôle C2E. Le contrôle C2E va comparer la surface, va voir s'il y a des travaux. Des fois, on ne contrôle pas parce que les entreprises, elles ont soufflé de l'isolant dans un comble, elles ont enlevé 4 tuiles, elles ont soufflé ça là-dedans, et puis hop, on referme et on ne peut plus contrôler. Voilà. Et donc, c'est ce mélange-là qui est dans le colportage habituel sur le RGE. Voilà, les résultats que nous avons, c'est ça. 16 000 audits,
Je n'ai pas dit aussi, on a 300 réclamations par an. 300 réclamations par an, ce qui est très peu. Et 300 brutes. Après, on travaille. Hein. Mais le particulier qui n'est pas content, ben, il nous envoie un courrier et on instruit son dossier. Et puis, on est suivi par le COFRA qui dit, ben voilà, vous avez tel et tel, qu'est-ce que vous avez répondu, voilà. Et on voit le décalage entre le nombre de réclamations que nous recevons, tout est ouvert, on a un service pour ça, et puis la quantité de chantiers que nous avons. Et il ne faudrait pas que les politiques publiques s'orientent sur de la répression, de la sanction et autres, qui va embêter 92% de bons acteurs, des artisans, qui déjà trouvent que c'est compliqué, que bon, et puis laissez-nous travailler plutôt que nous demander des choses. Et puis en plus, on va rajouter du contrôle, on va rajouter de la sanction qui ne va pas dans le sens de la montée en compétence de la filière, qui est déjà bien élevée. Et que nous, en tant qu'organisme de qualification, on est dans un écosystème avec les organisations professionnelles. Lorsqu'on repère un certain nombre de choses de non-conformité, ben, on le dit à nos administrateurs, hein, FFB CAPEB, hein, et qu'eux, avec leurs organisations, les organismes de formation, eh ben, montent en compétence leurs ouailles. Voilà. Je voulais réagir sur plusieurs points. Le premier, c'est effectivement déjà se rappeler la conditionnalité des aides au fait que l'entreprise soit RGE. C'était déjà un grand pas en avant. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on conditionnait les aides simplement au fait que le matériel soit qualité, indépendamment du professionnel qui intervenait pour le poser. Effectivement, on a parlé des pizzaiolos, mais sans dénigrer une profession plus qu'une autre, on voyait une inadéquation, en tout cas, entre le professionnel qui pouvait intervenir et celui qui en avait réellement la capacité. Et ce mot capacité est important puisque c'est justement ce qui est visé par la qualification, c'est la capacité d'une entreprise à réaliser une prestation donnée, c'est sa définition normative. Et cette capacité, elle se traduit par le contrôle d'un certain nombre d'exigences qui, dans le RGE, ont été renforcées par rapport à la norme existante chez les organismes de qualification, notamment avec l'introduction de cette obligation de présence d'un référent technique et d'un audit après la qualification de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que vérifier les moyens, en tout cas la capacité de l'entreprise à réaliser une prestation donnée, c'est aussi tirer une filière vers le haut en vérifiant que les entreprises qui interviennent dans un domaine donné, vous l'aurez compris, on est qualifié RGE, mais pour un domaine donné, on n'est pas qualifié RGE pour faire tout type de travaux. C'est par rapport à un domaine bien précis. On est qualifié par exemple pour les pompes à chaleur, on va être qualifié pour le solaire thermique et tous les autres travaux qui existent. Mais on ne peut pas tout faire avec une seule qualification. On va donc vérifier que l'entreprise est assurée pour installer des pompes à chaleur. On va vérifier que l'entreprise a du personnel ayant des connaissances sur la pompe à chaleur, notamment au travers du référent technique. Et la réalité, c'est que les dossiers qu'on reçoit sont rarement bons du premier coup. Et donc une entreprise qui entreprend une démarche de qualification va devoir effectivement s'assurer quand elle ne l'est pas, aller en formation quand les personnes ne sont pas formées à des systèmes qui, dans notre cas, sont des systèmes nouveaux par rapport à la profession. Tous les plombiers chauffagistes n'ont pas suivi dans leurs cursus initiaux de formation sur l'installation de pompes à chaleur. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, on constate au travers des formations des référents techniques un taux d'échec qui n'est pas neutre et des formations qui, pour avoir assisté à un certain nombre d'entre elles, nécessitent de mobiliser un peu d'énergie pour les professionnels présents pour assimiler les différentes thématiques abordées, hydraulique, froid, électricité, et des dimensionnements qui vont un petit peu plus loin que ce qu'on est habitué à faire, notamment pour l'installation de chaudière gaz. Bref, la qualification, une fois qu'elle a vérifié ses moyens, qu'elle a permis de tirer vers le haut une filière avec un socle minimum d'attendu pour les intervenants dans un domaine donné, ça ne veut pas dire qu'on va garantir le résultat. Et c'est peut-être là où il y a une déception de la part de certains particuliers qui pourraient y voir une garantie du résultat. On est vraiment sur les moyens. On peut imaginer que quelqu'un qui sait faire, qui a la capacité de faire et qui met du bon matériel devrait obtenir un bon résultat. Néanmoins, on a quand même des contrôles qui sont faits et qui ne vont pas du tout dans le sens de ce qui peut être colporté. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Calibat
ce qu'on mesure concrètement au travers d'audits faits par des organismes de contrôle, eux aussi accrédités dans le domaine de l'inspection, dont c'est le métier, qui sont indépendants, qui s'appuient sur une grille de contrôle qui est bien plus étoffée que celle qui existe dans l'inspection C2E. Ce qu'on constate, c'est que globalement, il y a peu d'écart. Aujourd'hui, on constate, nous, à Qualité ENR, entre 80 et 85% d'installations qui ne présentent pas d'écart ou quelques écarts jugés mineurs. Donc la très grande majorité des installations ne présentent pas d'écart, et celles qui en présentent sont corrigées. Donc on est bien dans une logique d'amélioration continue. On a vérifié que la personne avait la capacité, et si elle fait des erreurs, elle les corrige. Si elle ne les corrige pas, elle est suspendue automatiquement, et donc retirée du dispositif. Et les entreprises qui font des écarts importants sont systématiquement réauditées. On a le droit de faire des erreurs. On fait une erreur, on corrige. C'est le principe d'un dispositif d'amélioration continue. Mais on va vérifier que cette erreur ne se reproduit pas. Et si elle était amenée à se reproduire, il faudrait corriger à nouveau. Et dans notre cas, je crois que c'est la pratique désormais de tous les organismes de qualification, on demanderait à ce que le référent technique retourne en formation, puisque vraisemblablement il y a des lacunes si on constate de façon répétée qu'il y a des écarts majeurs au travers des installations qu'on va auditer. Concernant le RGE et son développement, je pense qu'on a des réalités un peu différentes en fonction des domaines et peut-être aussi des dispositifs incitatifs qui ont pu évoluer dans le temps. Mais en tout cas, concernant les énergies renouvelables, nous enregistrons une croissance constante depuis la mise en place du RGE. 2012 et aujourd'hui, on a une croissance qui, tous les ans, est présente et en réalité même s'est accélérée au cours des dernières années. Et je crois qu'on a plus que multiplié par 2 le nombre de demandes reçues par nos services. Et on a un afflux de nouvelles entreprises. Et forcément, si on a des nouvelles entreprises, on repart pour certaines sur le début de la courbe d'apprentissage. Des entreprises qui vont à nouveau faire des erreurs et qu'on va aider à corriger. Et on voit d'ailleurs que les entreprises qui sont là depuis plus longtemps ont moins d'écart que les autres puisqu'elles ont appris de leurs erreurs. Ça aussi, c'est important parce qu'on a vraiment une machine qui tire vers le haut. Et effectivement, plus on fera de contrôle tout en gardant, un peu sans tomber dans les excès de tout contrôler, mais en tout cas, plus on sera en capacité de réaliser des contrôles rapidement, et plus on aura cette capacité à tirer les entreprises nouvelles dans le dispositif vers le haut, en identifiant, en pointant du doigt là où il y a des écarts, et en leur permettant d'améliorer leurs pratiques. Sur les réclamations, de la même manière que nos camarades de Calibat, nous enregistrons pour notre part, nous aussi, très peu de réclamations, sauf erreur de ma part, je pourrais vérifier dans le rapport, mais c'est moins de 2% des entreprises qualifiées qui ont fait l'objet de réclamations. Donc on nous explique que tout va mal, mais en réalité, aujourd'hui, n'importe quel particulier peut aller sur le site de France Rénov et déposer une réclamation. Il peut aussi venir directement vers nos services. Et quand on collecte tout ça, in fine, sur une année, c'est moins de 2% des professionnels qui font l'objet de réclamations. Et faire l'objet d'une réclamation, ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait une bêtise. Puisque dans les réclamations qu'on est amené à traiter à l'amiable avec les particuliers, on constate aussi des installations qui ont été faites correctement, mais où il peut y avoir des difficultés, on va dire, relationnelles entre le client et l'entreprise. Il est vrai néanmoins que les statistiques sur les audits sur signalement, des audits qu'on va diligenter en plus des audits classiques dans le cadre de la qualification, les résultats sont globalement moins bons que ce qu'on peut constater sur les audits faits, on va dire, de manière aléatoire dans le cadre de la qualification, puisque je crois qu'on est à un audit sur 2 qui présente un écart majeur, versus tout à l'heure, je vous l'ai dit, environ 20%. Donc effectivement, il faut prendre un peu de recul par rapport à ce brouhaha qui nous dit que tout va mal. Tout ne va pas si mal, bien au contraire. On a un dispositif qui tire vers le haut la profession. Est-ce qu'il faut renforcer les critères? On peut l'étudier. Ce qu'on peut étudier aussi, c'est comment on peut fiabiliser les contrôles qui sont faits. On a dans notre cas, on vous le décrivait tout à l'heure, des publics qui sont agiles pour essayer de passer au travers des critères existants, c'est qu'ils ne sont pas si mauvais. Quand on essaie de contourner un critère existant, c'est que concrètement, il est irritant pour ceux qui essaient de le contourner. On vous donnait l'exemple du contrôle pour la formation, mais on a un certain nombre de critères. Plus on aura cette capacité à aller chercher l'information à la source, collecte des références, par exemple, auprès du PNC2E, des choses qui se mettent en place, qui se sont mises en place très récemment, c'est une bonne chose. Si on peut fluidifier ce process-là, ça va dans le bon sens.
essayer d'aller chercher l'information à la source sur les assurances pourrait être aussi un moyen de fiabiliser en tout cas le contrôle que la police d'assurance n'a pas été modifié par le professionnel. On a des axes comme ça qui peuvent être travaillés pour, on va dire, vraiment éviter les tentatives de faux qu'on constate parfois même sur des documents assez surprenants. Les statuts, c'est à la main de l'entreprise, elle peut modifier ses statuts, les redéposer. On constate néanmoins qu'il y a des professionnels qui nous envoient des faux statuts pour justifier d'une activité dans un domaine qu'ils n'ont pas appris sur les statuts initiaux. Donc il y a un enjeu effectivement de continuer à accompagner la filière, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait être aidé sur faciliter la collecte des documents ou des informations à la source. Et pourquoi pas imaginer des contrôles supplémentaires, mais il faut être vigilant à ne pas punir non plus des professionnels qui, on le voit, à force d'être audités, en réalité, ont des résultats très positifs. Et donc, il ne faut pas punir ceux qui font déjà bien. Oui, je voulais juste ajouter, au niveau de qualité ENR, on a réussi à industrialiser le contrôle qualité des installations d'énergie renouvelable, qui était quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas de référentiel quand on a commencé. Donc l'année dernière, c'était quasiment 14 000 audits qui ont été réalisés, à 80% qui sont bons. L'échange de données avec le PNC2E est vraiment important parce que ça peut nous permettre d'aller contrôler des installations qui aujourd'hui ne sont pas déclarés par des entreprises. Donc l'entreprise rentre dans la qualif, elle fait des chantiers et elle ne nous le dit pas. Donc nous, on ne peut pas aller contrôler, sauf si le client se plaint. Alors que si on savait que l'entreprise Tartampion, elle a fait X installations, on pourrait aller contrôler. Donc ça, aujourd'hui, sans cet échange de données, on ne peut pas. Et par ailleurs, parce que le contrôle, tous les bons, pour choper quelques mauvais, ça peut coûter aussi cher, etc. Donc on aurait aussi besoin d'avoir une task force sur contrôle éco-délinquance avec les services de l'État. Parce qu'aujourd'hui, un organisme de qualification de professionnel, c'est pas le fisc. On n'a pas de pouvoir de contrôle, on n'est pas la répression des fraudes. Et aujourd'hui, si on pouvait plus facilement travailler ensemble pour signaler telle entreprise, parce qu'on a beaucoup de retours, il y a aujourd'hui la pub sur Internet. Peut-être moi, j'ai vu que le moteur de je suis trahi par mes cookies, mais je ne peux pas lire un journal sans que j'ai de la pub d'éco-délinquants en ligne. Ils font même ils taguent les pubs, les vidéos YouTube des Nerplans. Avec écoutez-nous 5 minutes, on va vous faire économiser 80% sur la facture, alors que c'est jamais plus de 40%. Donc aujourd'hui, on a besoin d'agir contre cela parce qu'ils agissent en toute impunité pour berner le français moyen, entre guillemets, pour récupérer son adresse, lui envoyer un commercial. Donc voilà, c'est des choses. Et puis renforcer également l'information des consommateurs. Je sais que nous, côté Enerplan, on va travailler avec Qualité ENR pour sortir une note juridique pour que le Français qui tombe dans la main de l'éco-délinquant qui lui a vendu une installation solaire fort chère, il puisse s'en dédire jusqu'à 14 jours à la livraison du matériel chez lui. Donc ça veut dire qu'entre le moment où il a commandé et le moment où on va lui livrer le matériel, et 14 jours après, il peut se défaire de sa commande. Et ça, il faut le faire savoir, entre guillemets, aux Français. Et c'est pas parce qu'ils ont signé, sauf s'il a acheté sur foire, malheureusement, mais dans tous les autres cas, il peut quand même se dépatouiller. Donc n'achetez pas sur foire, jamais. Et pour le reste, on va donner les outils pour que les consommateurs puissent se défendre eux aussi contre les aigrefins. Madame Delmedico, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au niveau de Qualifelec? Oui, volontiers, merci. Alors, Qualifelec ne représente que 12% de certificats RGE par rapport à la totalité des certificats Qualifelec. Donc, nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas les mieux placés pour porter et vous donner un avis sur le fonctionnement du label RGE et des C2E. Néanmoins, Qualifelec, dans son activité aujourd'hui, délivre 5000 certificats IRVE dans un contexte réglementaire. Et à ce jour, au niveau de la délivrance des certificats IRVE, on n'a pas de non-conformité et on n'a pas dû radier une entreprise suite à une réclamation ou une plainte ou un audit. En ce qui concerne la partie RGE, néanmoins, qui est le sujet des bornes de recharge de véhicules électriques, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, excusez-moi. En ce qui concerne la partie RGE, à ce jour, on a 1667 entreprises qui sont qualifiées avec une mention RGE. Sur 2022, on a effectué 800 audits de performance, contrôle de réalisation.
On a eu 3 non-conformités qui ont été levées après la production du rapport d'audit, et ça n'a engendré aucune suspension ni radiation. Donc, à ce jour, les chiffres que vous évoquez, on ne les a pas à l'échelle de Califelec, et on n'a pas de retour de l'ADEME de ces non-conformités majeures qui posent problème sur le marché. On n'a que les chiffres de Califelec que l'on fournit chaque année à la DGEC, à la DHUP et à l'ADEME. Madame, vous parliez, ou monsieur, excusez-moi, vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne, il faut comprendre que pour créer une entreprise, l'accès au métier est encadré avec une production de diplômes. Aujourd'hui, un boulanger, ce qui a été évoqué tout à l'heure, peut créer une entreprise dans le monde de la construction. C'est pour ça que le rôle de Califelec et des organismes de qualification est justement d'analyser sur une base documentaire, différence entre qualification et certification. La qualification est une revue documentaire qui est gérée par les pairs, donc par des professionnels qui ont toute liberté pour demander les éléments complémentaires et s'assurer que sur un examen documentaire, le profil en personnel fait la démonstration de la compétence métier. Cette compétence va se faire sur la base de CV, diplôme et d'une analyse complète de l'écosystème de l'entreprise. Et cette analyse documentaire, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est adapté au monde du bâtiment. Un système de certification n'est pas envisageable pour le monde du bâtiment parce que trop complexe et trop sur la notion de service. Aujourd'hui, en France, on a cette chance d'avoir des entreprises de structure artisanale, et Califelec en qualifie beaucoup, qui ont à cœur cette indépendance, et le côté certification serait trop intrusif. Et encore une fois, l'analyse de l'écosystème d'une entreprise sur une base documentaire portée par les pairs fait que le système fonctionne à l'échelle de Califelec. Donc ça, c'est un point important. Donc se contenter, entre guillemets, d'un contrôle n'empêcherait pas tout le marché et même libérerait encore plus l'accès. Et effectivement, à un moment donné, il y aurait peut-être le constat, mais ça serait toujours a posteriori. Le contrôle a posteriori n'est valable que si on encadre l'accès au marché, et le système de qualification, aujourd'hui, c'est ce qui le permet. Donc ça, c'est un point important. Après, oui, contrôle aléatoire. Vous avez évoqué Consuel. Chez les électriciens, encore une fois, je parle de ce que je connais, nos électriciens ont l'habitude de subir des contrôles, de réaliser des audits sur la sécurité et la conformité aux normes. Donc le métier des électriciens est normé, c'est un constat, et ils ont l'habitude d'être contrôlés par le Consuel ou des bureaux de contrôle quand ils sont sur des marchés orientés tertiaires. Ce contrôle est basé sur la sécurité, sur le respect des règles de l'art. Il n'est pas basé sur la performance. Ce que vérifient les audits, les contrôles de réalisation, qui sont après coup, c'est également la performance. On pourrait très bien donner mission à des organismes de contrôle de rajouter cette notion de performance et peut-être faire qu'il n'y aurait qu'un seul système de contrôle unique. Pour le solaire photovoltaïque, chez Califelec, on ne fait appel qu'à Consuel pour le contrôle de performance qui vient s'ajouter dans le cadre de leur contrôle de sécurité. Ce qu'on regrette à l'échelle de Califelec dans cet arrêté qui date de 2018, qui est à part 2017, on l'a validé en 2018, à part, qui est différent de la rénovation énergétique, c'est bien l'arrêté autoconsommation pour justement que le particulier puisse bénéficier d'un tarif de rachat. Le Consuel a une mission pour vérifier la sécurité selon un système de contrôle qu'il maîtrise, qui est à hauteur de 20% des installations, mais c'est lui qui a la volumétrie, c'est lui qui connaît la population d'électriciens. On a demandé, Califelec a demandé à Consuel de faire ces 7% d'audit de performance. Encore une fois, Consuel, quand il arrive sur un chantier, si l'installation n'est pas en sécurité, il va refuser l'injection réseau.
Si l'installation n'est pas performante, il va nous renvoyer un rapport avec des non-conformités. Mais il ne va pas empêcher le professionnel de continuer. Et il va rester sur sa volumétrie des 20%. Et il va continuer à faire 7% sur la performance. C'est après à Califelec d'aller au charbon, entre guillemets, d'aller au front pour tenter de suspendre cette entreprise, en sachant que la réaction de l'entreprise, quand elle se présente, c'est qu'en est-il d'un chantier parmi tant d'autres? Et la sécurité n'a pas forcément été mise en question, c'est la performance. Donc la difficulté, c'est qu'on rentre finalement en frontal avec des entreprises, alors que nous faisons appel à des sous-traitants pour ces audits de performance, parce que ce n'est pas notre métier de faire de l'audit ni du contrôle de réalisation, et qu'encore une fois, l'auditeur, quand il est sur site, il ne peut que constater la misère, mais en tout cas, il ne peut rien faire d'autre, et il ne peut pas empêcher l'entreprise de continuer d'agir. Le Consuel a la possibilité, dans ses audits, dans ses contrôles de sécurité, de dire prochain chantier automatiquement contrôlé, ce que l'on ne peut pas faire dans cette partie audit de performance. Donc on pourrait peut-être réfléchir à une évolution de cette mission. Le parallèle avec l'arrêté autoconsommation est intéressant. Le parallèle avec le décret IRVE, où là, effectivement, vous avez une seule association qui pilote le programme des C2E, vous avez une association qui encadre les programmes de formation, vous avez ensuite les centres de formation qui établissent et qui constituent leur propre programme de formation selon le cadre, mais surtout selon leur population de professionnels, parce que c'est important qu'un centre de formation puisse délivrer une formation qui corresponde aux attendus de sa population. Et vous avez ensuite un organisme de qualification, Califelec, qui va agréer ces centres de formation, mais pour la qualification Califelec et pour la population de ces électriciens. Donc là, tout est encadré dans une logique à chaque fois de cohérence où chacun va dans son domaine d'expertise. Et pour finir avec la partie des bornes de recharge de véhicules électriques, le Consuel a effectivement une mission pour auditer, pour contrôler certaines installations, pas toutes, et c'est complètement indépendant de Califelec, et ça ne regarde que Consuel et ses entreprises. Juste, je voulais rajouter, alors Consuel fait du contrôle de conformité électrique, ça c'est son métier de base. Il travaille pour nous également, aux côtés de Qualité ENR, sur le contrôle des installations photovoltaïques. Sur le cadre du contrôle de performance, au sens, j'aurais mis les modules face nord ou avec des ombrages, etc. Nous, ça nous est rapporté comme un écart majeur. Et quand on reçoit ce rapport, on peut suspendre lui demander qu'elle le mette dans les règles de l'art. C'est parfois possible. Et si elle ne le fait pas, elle est suspendue. Donc le rapport que fait Consuel quand il nous remonte de la non-performance constatée, on agit derrière et l'entreprise est sommée de faire que l'installation elle soit performante. Et si elle ne l'est pas, elle sera suspendue et ne pourra plus accéder de nouveau à l'arrêté tarifaire. Donc, aux installations prévues par l'arrêté tarifaire. Très bien, monsieur le rapporteur. Et après, si nos collègues ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas. On a juste peut-être une remarque et puis une question complémentaire. Non, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que sur les trois, sur le fait que, en tout cas, vous, dans vos contrôles, oui, vous avez des résultats qui sont plutôt très bons, quoi. Et effectivement, ce décalage par rapport à ce qu'on peut entendre ou percevoir, en tout cas, et puis du coup, cette réalité des contrôles. C'est vrai, quand on avait auditionné l'ANA, il nous disait que, alors je crois que c'était 10% en fait des réalisations qui étaient contrôlées. Alors par contre, j'ai plus en tête le pourcentage, en tout cas, de non-conformité ou en tout cas de travaux qui n'étaient pas adaptés, mais c'était quand même important. Enfin, en tout cas, il nous signalait que c'était quand même quelque chose qui était important et que le fait que c'est vrai qu'ils contrôlaient que 10% vraiment sur site, parce qu'ils contrôlent sur document, mais vraiment sur site, et que quand même leurs résultats et leurs retours étaient quand même pas si satisfaisants que ça, quoi. Donc voilà, à votre avis sur ce décalage, en tout cas de perception. Et puis un autre point, c'est vrai qu'on travaille pas mal aussi donc sur cette commission d'enquête
sur l'évolution, sur la question des matériaux, sur la question des filières, et notamment sur la question des matériaux biosourcés, et de réfléchir notamment sur des matériaux plus locaux, voilà. Et donc ça veut dire normes, etc., nouvelles qualifications, formation aussi des entreprises sur ces nouveaux matériaux, et donc savoir comment vous intégriez cet aspect-là, quoi, parce que c'est vrai que, je sais pas, quelqu'un qui va faire l'isolation en paille, en chanvre, ou enfin sur d'autres matériaux de ce type-là, est-ce que du coup vous réfléchissez en tout cas à un RGE qui serait spécifiquement adapté justement à ces matériaux biosourcés? Est-ce que ça existe déjà d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comment vous intégrez en tout cas cette évolution qui, quoi qu'il en soit, me paraît importante quand si on veut monter en charge sur la question de l'isolation thermique. Je voudrais aussi rappeler, moi je suis architecte, hein, donc je prends, lorsque jusqu'à présent, j'utilise les services de Qualibat gratuitement, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher une entreprise qui est en règle. Alors je vais vous dire quelles sont les choses qu'on demande à une entreprise, et après vous me direz qu'est-ce qu'on peut enlever pour simplifier, puisque tout le monde parle de simplification. On lui demande d'avoir une inscription au registre des métiers, minimum, un code INSEE, une attestation d'inscription aux cotisations URSSAF en régulière, une attestation d'assurance RCRC décennale, c'est ce que je demande en tant qu'architecte en général, de toute façon, une attestation d'affiliation à jour à la caisse de congés payés du bâtiment. Ça veut dire que c'est des entreprises du bâtiment. Et ensuite, des informations complémentaires déclaratives qui permettent d'apprécier l'activité économique de l'entité, chiffre d'affaires, montant de la sous-traitance, qui est un sujet aussi, montant de la sous-traitance, les moyens humains et le matériel. Voilà ce qu'on demande sur la partie administrative. Sur la partie technique, on va lui demander de nous apporter les exigences métiers qu'on peut exiger, c'est-à-dire son diplôme, sa formation, les effectifs, les chantiers de référence, les devis et factures, les notes de dimensionnement qui permettent d'apprécier le métier, en fait, compte. Et que ces éléments-là vont être appréciés par, justement, les professionnels, puisque c'est la NFX 50091 qui fait que, justement, cette qualification est attribuée par les pairs. Et pour le RGE, on a un signe RGE qui est attribué par SIRET, comme je disais tout à l'heure, une exigence de formation FIBAT ou ENR, et puis un contrôle de réalisation. Qu'est-ce qu'on peut enlever pour simplifier la chose? Pas grand-chose. Si on enlève quoi que ce soit, je ne vois pas quelle responsabilité on pourrait avoir en disant on va leur demander quoi en moins en administratif, et puis d'avoir un métier. Donc ça remet les choses en place aussi par rapport au brouhaha sur simplification du RGE. Celui qui n'est pas capable de fournir ça, moi, en tant qu'architecte, je ne le prends pas. C'est le minimum qu'on peut attendre. Après, on va lui demander des références. Donc, comment on peut améliorer ça? Je pense qu'il y a déjà le fait que les contrôles que nous faisons sont suffisamment probants. Par contre, il y a un travail à faire sur les éco-délinquants. Ça, oui, c'est ceux-là qui pourrissent effectivement la réputation du signe RGE. Aujourd'hui, une entreprise doit nous fournir 5 références de chantier. Mais une entreprise artisanale de 0 à 5 ou à 10 qui fait 20 chantiers par an, quels que soient des poêles à bois, par exemple, ou autres, eh bien, il va me donner 5 chantiers. Une entreprise qui a 5000 chantiers va me donner 5 chantiers aussi. Est-ce logique? Là, il y a un sujet. D'autre part, si on a accès à l'ensemble des chantiers, et on l'a demandé à l'ADEME de nous mettre en commun cette base de données de l'ensemble des chantiers déclarés, parce que c'est effectivement là-dedans qu'on devra piocher. Ça nous donne le volume par entreprise. Ça nous permet aussi de dimensionner aussi les audits en fonction de ça. Or, il y a un problème qui nous a été soulevé par l'ADEME sur la propriété des données personnelles, le RGPD. C'est ça qui bloque aujourd'hui. Si on lève ce verrou-là, eh bien, on aura une donnée commune pour toutes nos entreprises et on pourra les piocher et les auditer sur leur chantier.
Tandis que là, aujourd'hui, on est coincé par les 5 chantiers qui nous ont déclaré, qui sont dans le décret. Ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est le décret. Et quand on parlait aussi des audits, la complexité des audits, on a des audits qui ont été décidés dans le décret. La grille d'audit, elle est dans le décret. Ce n'est pas nous qui décidons. Et il y a une différence, effectivement, de complétude du contrôle, parce que nous les avons élaborés avec, justement, la DHUP et la DGEC, ces grilles d'audit, pour avoir une bonne vision, et avec les professionnels, bien entendu, pour avoir une bonne vision de la qualité du travail. Des contrôles C2E, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même objectif. L'objectif du C2E, c'est de voir, j'ai le bon isolant, et j'ai la bonne surface, mais il ne contrôle pas les écarts au feu, par exemple, et donc on peut avoir des conséquences importantes, et il y en a eu, sur l'incendie de certains bâtiments. Donc ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Nous, on a un contrôle de la qualité des travaux, tandis que les C2E ont un contrôle de la conformité par rapport à un certain nombre de critères qui sont beaucoup plus réduits que les nôtres. Que parmi de collègues, oui, Laurent Saumon. J'en aurais trois petites. Est-ce que pour les particuliers qui veulent une rénovation... Mets ton micro, Laurent. Oui, trois petites questions. La première, c'est justement par rapport à la possibilité des particuliers qui veulent faire une rénovation. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir accès justement aux entreprises qui sont qualifiées Qualibat, Qualifelec ou Quali ENR? Première question. Oui, tout à fait. C'est l'annuaire de France Rénov. D'accord. On envoie la base de données, nous, quotidiennement, je ne sais pas, Qualifelec aussi, ou Quali ENR aussi, c'est mis à jour tous les jours. Oui, c'est-à-dire que les particuliers ne sont pas toujours au courant, je dirais, de où se renseigner pour pouvoir consulter si les entreprises qui les sollicitent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec notamment les éco-délinquants, s'ils sont véritablement... Parce qu'on peut avoir très bien l'estampille sur son estafette, hein, je veux dire... Ça, c'est facile à imiter. On reçoit des courriers Internet de la même manière. Donc, c'était ma première question. Donc, a priori, c'est possible via France Rénov, j'ai compris. La deuxième, c'était, vous dites dans les entreprises générales, mais Guillaume Gontard l'a posé un petit peu, mais je vais vouloir une précision. Dans une entreprise générale, il y a l'obligation, donc il y a une qualification par métier. Donc, vous vérifiez que chacun des métiers, charpentier, maçon, que sais-je, a bien la certification Qualibat pour chacune des professions. Oui, la qualification est par métier. Donc, si c'est une entreprise générale, elle va avoir 10, 15, 20 qualifications. Et si elle a une activité pour laquelle elle n'est pas qualifiée, elle va le sous-traiter à une entreprise qui, elle, est RGE et qualifiée pour cette activité. Et donc, chaque entreprise, là, vous avez dit un référent qualité, quelle est sa composition, je vais dire, ou en tout cas, quel est son rôle et quelles sont ses qualités? Alors, il y a deux choses. Il y a le référent technique et le référent RGE. Le référent RGE, c'est celui qui a eu la formation correspondant. Donc, soit je suis dans le domaine de l'isolation et la chaudière, et à ce moment-là, c'est une formation FIBAT qu'a suivi cette personne, et c'est cette personne qui, normalement, est sur le chantier. Soit je suis dans le domaine des énergies renouvelables, et à ce moment-là, j'ai une formation PAC, si j'ai un signe RGE PAC. J'ai une formation chaudière-bois, si j'ai un signe RGE chaudière-bois. J'ai une formation qui est adaptée en fonction de la catégorie de travaux. Si je peux me permettre, oui. Le référent technique, c'est celui qui détient la compétence métier et qui va être analysé par un comité de qualification de professionnels, d'experts. Le référent RGE, c'est celui qui a fait la formation, et la formation, elle est spécifique par typologie d'ENR, où effectivement, dans l'efficacité énergétique, c'est une formation globale FIBAT Rénov qui est en cours de révision. Côté de qualité ENR, enfin, référent technique ou RGE, c'est le même, c'est celui qui a la compétence dans la filière renouvelable dans laquelle est sollicitée la qualification.
qui doit avoir réussi sa formation professionnelle et que l'entreprise, par ailleurs, respecte l'ensemble des exigences d'un point de vue assurantiel, métier, etc. Je voulais juste rebondir sur la question de M. Gontard sur la différence entre les stades de l'ANA de non-conformité et ce que nous, on peut rencontrer. Côté ENR, on serait assez intéressé dans les stades de l'ANA spécifiquement sur les travaux d'énergie renouvelable, parce qu'il n'y a pas la même notion de nombre de travaux, d'isolation, etc., de changement de fenêtre par rapport à la spécificité des chantiers ENR, qui est une base plus restreinte, entre guillemets. Et sur la notion de filière, les énergies renouvelables ne sont pas aujourd'hui, stricto sensus, concernées par cette notion d'écomatériaux. Par contre, il y aurait une vraie réflexion à avoir sur cette notion de filière, sur nos besoins de ressources humaines. On a besoin, d'ici 2025, de 20 000 installateurs solaires. On les forme où, quand, avec qui? Et ça, aujourd'hui, si on veut réussir la transition et cette accélération de la transition, on a besoin de compétences qui viendront grandir les forces de nos entreprises. Alors, moi, je voudrais, peut-être pour Calibat, parce que vous nous avez précisé le nombre d'entreprises qui, le nombre d'audits plutôt, 8% d'audits que vous avez considérés comme étant non conformes. Est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres, à partir de ces audits considérés comme non conformes, le chiffre des entreprises qui ont pu être radiées ou suspendues? Alors, une entreprise qui a une non-conformité, elle va être suspendue dans la foulée. Dans la foulée, d'accord. Dans la foulée. Il va y avoir un deuxième audit qui va être déclenché sur un autre chantier pour voir si le cas qui a été examiné est récurrent ou si c'est une erreur à un moment donné. Voilà. Et après, l'ensemble des rapports va être passé devant la commission d'examen. Et c'est la commission d'examen qui va procéder au retrait de la qualification ou en demandant au référent ou au responsable technique de faire une mise à niveau en termes de formation. Mais par exemple, sur l'année 2022, est-ce que vous avez le chiffrage des entreprises qui ont été finalement radiées, suspendues, après avoir eu un premier contrôle, puis un deuxième? Environ un tiers. Environ un tiers des 8% qui perd son synergieux dans le cadre du processus. D'accord. Et le fait que, parce que les entreprises, elles ont la liberté de s'adresser à Califelec, à Calibat, à Qualité ENR. Donc voilà, c'est une liberté totale. Est-ce que pour vous, c'est susceptible d'entraîner des risques de distorsion, ou est-ce que vous délivrez vos accréditations et vos qualifications dans le même temps? Est-ce qu'elle pourrait tenter d'identifier l'un des trois parmi vous parce que l'accréditation ou la certification ou la qualification serait donnée plus rapidement? Oui, l'entreprise peut s'adresser indifféremment aux uns aux autres. Après, on n'a pas de base de données commune que nous partageons entre organismes de qualification pour savoir si l'entreprise est qualifiée chez un tel ou chez un tel, et de même si on lui retire le signe et quel est le motif du retrait du signe. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui ont pu être chez Calibat, puis changer, aller chez un autre d'entre vous? Et est-ce qu'éventuellement il y a les arguments ou les motifs qui sont donnés à ce moment-là, ou je ne sais pas, quand elles viennent voir un deuxième organisme comme vous, en vous disant, ben voilà, moi j'étais jusqu'à présent chez Calibat, je viens chez vous, est-ce qu'il y a des motifs qui sont donnés, ou est-ce que pas du tout, ou vous ne les demandez pas forcément? Bon, déjà, la première chose, c'est que tous les organismes de qualification ne posent pas tous les domaines. Oui. Donc, en réalité, ce jeu d'aller d'un organisme à l'autre, ça peut vite s'arrêter, puisque, par exemple, sur l'isolation, il n'y a que Calibat. Sur les domaines où il y a une concurrence, effectivement, il pourrait y avoir cette tentation d'aller d'un organisme à l'autre, s'il a fait l'objet de sanctions. Néanmoins, alors pour les sanctions liées aux audits, il y a peu de communication aujourd'hui, mais en tout cas, pour les sanctions liées à l'écodélinquance, et j'imagine que derrière votre question, c'est ça qui se cache. Il y a des communications qui sont faites entre les organismes de qualification sur les entreprises qui sont identifiées comme écodélinquantes et qui ont fait l'objet de sanctions, notamment les radiations, pour informer des mesures fortes qui ont été prises vis-à-vis d'un certain public. Ça reste des volumes qui sont très faibles.
comparativement aux sanctions qui peuvent être prises dans le cadre des audits. On a vu les chiffres de Calibat, mais Qualité Éner, je regardais, dans le cadre du rapport transmis au ministère, l'état des lieux par rapport aux qualifications. Donc en 2022, c'est plus de 1500 suspensions qui ont été notifiées suite à des écarts constatés après un audit. Et sur ces 1500, l'état des lieux au 29 mars, 347 étaient encore actives. Donc on voit qu'on a quand même des entreprises qui sont suspendues parce qu'elles n'ont pas corrigé assez vite les défauts, mais font cette démarche de corriger les défauts. Et donc ça veut dire aussi qu'une fois qu'on est passé, on a des installations qui fonctionnent mieux que si on n'était pas passé, au moins dans ce cas-là pour 1200 en 2022. Ça veut dire aussi que ceux qui ne font pas cet effort-là sont suspendus et donc perdent leur label RGE, en tout cas chez nous, et vraisemblablement à ce petit jeu-là rapidement de manière générale, puisque il y a peu de qualifications qui sont dans tous les organismes en même temps. Moi, j'aurais encore une question, et peut-être après, bien sûr, monsieur le rapporteur. Bruno Le Maire a annoncé, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qu'à l'horizon 2025, c'est peut-être 250 000 entreprises. Ah ben voilà, 250 000 entreprises RGE. Est-ce que vous pensez que c'est crédible et que voilà, qu'il a la volonté ou l'ambition d'eux, mais est-ce que vous pensez que concrètement, c'est très court, 2025, c'est demain. Aujourd'hui, on en a combien? Vous nous rappelez le chiffre? Entreprises RGE. En global, si on additionne tous nos chiffres, on doit être à peu près à 70 000. D'accord. Donc c'est colossal quand même. Donc en l'espace de, grosso modo, un peu moins de 2 ans. Pour vous, ça vous semble réaliste? Mais au plus fort du RGE, c'est en 2017. On avait à peu près 90 000 professionnels RGE. Mais entités professionnels RGE. Si nous, aujourd'hui, du côté Calibat, on en a 45 000, ça représente plus de 550 000 salariés. Donc des bras, il y a un certain volume de bras. D'ailleurs, les entreprises en 2020 ont fait plus de travaux qu'elles n'en faisaient en 2017, alors qu'il y avait plus de professionnels RGE. Donc il y a peut-être cette notion de quelle est la mobilisation des effectifs dans l'activité rénovation aujourd'hui aussi. Voilà. Donc mais après, il y aura la question qui a été soulevée tout à l'heure, qui est aussi de la formation, de l'accompagnement, de la montée en compétences. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez encore des questions? Pour compléter, oui. Je peux donner aussi des chiffres, puisqu'on en est là-dedans. On a, pour les entreprises qualifiées chez Calibat, 821 000 salariés sur 1,2 million 200 000. Donc on a quand même 69% des salariés des entreprises qui sont qualifiées chez nous. Chiffre d'affaires global, 140 milliards et des brouettes, sur 150 milliards pour le BTP. Donc les entreprises aujourd'hui qui sont chez nous représentent quand même une très grande majorité des acteurs. Après, vous nous dites d'affirmer ou non la volonté d'un ministre, on ne va pas se permettre. On l'a croisé dans le hall quand même. Par contre, on a pris les mesures pour se dimensionner pour ça, au sein de Calibat en tout cas. Oui, on a entendu le président Macron, on a entendu monsieur le maire, monsieur le ministre. Et bien, dès qu'on a entendu ça, quand on est rentré à Kléber, je peux vous dire, on s'est dit, bon, il va falloir s'y préparer. Après, si l'objectif c'est 250 000, oui, notre travail, c'est de se dimensionner pour ça. Après, le recrutement, c'est pas que nous. Oui. Juste un chiffre, Madame la Présidente. Vous disiez tout à l'heure que l'effectif des RGE, il était, Monsieur le rapporteur aussi, stable ou même à la perte. Il faut savoir que la perte de professionnels RGE, ce sont sur les petites entités. C'est les entités de moins de 5 salariés. Les entités de plus de 20 salariés sont vraiment stables, voire même viennent vers le RGE alors qu'ils n'étaient pas hier. Parce que ce sont des entreprises d'une certaine taille, c'est des entreprises qui généralement ont la démarche d'aller vers la qualification métier, puisqu'on est plutôt dans une approche B2B et non pas vers les travaux de particuliers. Donc par exemple aujourd'hui, les entreprises de 20 salariés qui font de l'étanchéité viennent vers le RGE parce qu'elles font de la rénovation de copro, alors qu'elles ne le faisaient pas nécessairement hier. Donc sur cette population-là,
on va dire que le taux de pénétration de la qualification est plus significatif et en même temps plus haut. Voilà. Où nous avons des difficultés, c'est effectivement sur les petites entreprises qui sont aussi sujettes aux fluctuations des aides. Nous avons eu plein d'exemples en fin de l'année dernière, où nous avons effectivement beaucoup de chauffagistes qui ont arrêté le signe du RGE chaudière, puisqu'il n'y a plus d'aide sur les chaudières. Donc du coup, le chauffagiste qui est toute énergie, il faut qu'il soit capable de répondre à diverses choses. Il va garder son signe RGE PAC, mais le signe RGE chaudière, il va l'abandonner. Mais on a des contre-exemples aussi. Par exemple, sur les fenêtres, on a eu un reflux au moment où il y a eu une baisse de la prise en charge de changement de fenêtre. Et on a un apport maintenant, un afflux d'entreprises parce que les clients le demandent, le signe RGE, même si les aides ont été baissées. Donc ça montre aussi la valeur de ce label. Monsieur le rapporteur. Non, mais c'est peut-être justement pour aller dans ce sens-là, et puis ce qui a été dit justement sur la comparaison avec l'Allemagne. Parce que c'est vrai que si on écoute le ministre qui dit qu'il faut aller en gros vers vraiment une massification en fait du RGE, du coup se pose la question de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas le rendre obligatoire, quoi. C'est-à-dire est-ce que le fait qu'on ait des qualifications plus poussées en fait pour chaque entreprise, qui fait que voilà, pour s'installer, que ce soit en isolation, en électricité, voilà, qu'on ait ce minimum en fait de formation qui permettent ensuite de ne pas avoir cet aspect-là de dire je choisis et enfin voilà, on sait que on fait appel à une entreprise, elle a de fait parce qu'elle a installé cette qualification, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de... Je pense que pour la lecture, à la fois pour le particulier et pour les entreprises aussi, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul signe, RGE, plutôt que d'avoir RGE, C2E, MaPrimeRénov', parce que pour certains chantiers, on peut avoir le cumul des trois pour le même chantier, pour la même entreprise, ce qui est absurde quand même. Donc si on avait le plus complet, c'est le contrôle, c'est les audits RGE. Prenons cet audit-là, qui soit la référence maintenant pour les contrôles pour l'ensemble, pour l'audit, pour l'ensemble des opérations. Ça va aussi nettoyer un peu le paysage dans l'esprit à la fois des entreprises et des clients finaux. Oui, c'était juste pour dire, nous, dans le domaine des énergies renouvelables, on ne voit absolument pas de régression, mais une croissance constante, et y compris des petites entreprises qui, loin de se détourner des qualifications dans le domaine des énergies renouvelables, y viennent. On va vers de la massification de développement des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'à un moment aussi, on aura un marché qui sera vraisemblablement plus aidé, parce que c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte, qui sera moins aidé. Et finalement, c'est... Comment est-ce qu'on pilote un marché avec une régulation un peu naturelle? Et aujourd'hui, celui qui pourra peut-être demander la qualification, c'est le banquier. Parce que lui, il finance des travaux. Et pour que le ménage rembourse, il faut qu'il y ait des économies. Et donc, il faut que l'installation, alors là je parle du point de vue ENR, elle rende le service pour lequel elle a été prévue. Parce que si elle ne rend pas le service, c'est une facture d'énergie qui augmente et quelqu'un qui ne peut pas payer son prêt. Donc peut-être que demain, la régulation de la qualification de l'entreprise dans un marché mature, ça s'appelle le banquier, ça s'appelle l'assureur. Parce que si je fais installer une installation photovoltaïque par un professionnel qui n'est pas RGE, qu'est-ce qui peut arriver à ma maison? Est-ce que j'ai un risque incendie? Est-ce que j'ai un risque électrique? Voilà. Alors que si c'est géré par un professionnel qualifié RGE, l'assureur et le banquier sont plutôt rassurés. Donc voilà, c'est un peu les exigences. Il va falloir qu'on essaime aussi. Ça veut dire quoi? Qu'on présente les résultats d'audit. Moi, je milite pour qu'on partage nos résultats d'audit sur le photovoltaïque. Depuis 2017, on est une entreprise, un secteur sous surveillance. Donc on a un audit tous les 14 installations. À un moment, ça fait 6 ans, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on a mesuré en termes d'évolution de qualité? Quand est-ce que les assureurs vont prendre en compte cette sonde systématique? Parce qu'aujourd'hui, ils ne regardent pas nos résultats d'audit et ils nous disent ouais, mais on a des sinistres qui datent des matériels qui ont été installés avant 2017, donc qui étaient en intégré bâti. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, l'intégré bâti, on fait du surimposé. Et vu qu'ils regardent dans le rétroviseur, sans regarder la jauge du présent, ils nous disent ah, vous êtes quand même un secteur, c'est compliqué, ça coûte cher de s'assurer, voire on ne vous assure pas. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte, mais on a ce travail à faire avec le secteur bancaire, le secteur assurantiel, pour qu'ils se disent un professionnel qui est compétent dans son domaine RGE, on peut lui faire confiance pour financer les travaux. Est-ce que ces secteurs montrent aujourd'hui de la frilosité, de la volonté Alors, le secteur assurantiel réassurera pleinement le solaire après 2027.
en mai. Je peux même vous donner la date, presque le jour. Parce qu'en fait, ils ont le risque de décennal qui s'applique sur tous les matériels qui étaient en intégré bâti. Parce qu'avant 2017, non seulement n'importe qui pouvait faire n'importe quoi dans le domaine solaire, mais en plus était obligé de casser son toit pour faire de l'intégré bâti. Résultat, il y a des désordres qui arrivent 4, 5, 6 ans, 8 ans après. Depuis 2017, on fait de l'intégré, surimposé bâti. Donc, entre guillemets, tous les risques sont ultra limités. Et donc, on n'est plus sur les mêmes technologies, mais eux considèrent encore les pathologies de l'ancienne techno. Donc, passé mai 2027, ils auront purgé leur risque décennal et ils seront très enclins à assurer le secteur. Dans notre devoir d'apporter un service à nos qualifiés, on a développé un partenariat avec la SMAPTP qui, dans ses évaluations de risque, lorsqu'une entreprise vient lui demander une assurance décennale, intègre dans sa cotation le fait qu'il soit qualifié ou non. Donc, il a une réduction, qui n'apparaît pas sur la prime, mais la prime est calculée par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément aussi important vis-à-vis de nos qualifiés, et d'autre part, qui montre aussi que selon l'assureur, le fait d'être qualifié a une valeur pour lui sur les risques. Non, j'avais une dernière, mais vraiment pour être très précis. C'est le principe justement de qualification. Enfin, en gros, entreprise d'isolation thermique. Comment ça se passe vraiment? Qu'est-ce que je dois fournir? Bon, j'ai vu l'ensemble des documents. En termes de chantier, c'est-à-dire le contrôle se fait sur quoi et comment? Pour obtenir en fait mon label RGE, je suis une nouvelle entreprise, je m'installe et comment ça se passe? Donc, je ne vais pas revenir sur l'aspect de l'ensemble des documents. Je précise quand même que les documents aujourd'hui, on est partenaire MPS, donc marché public simplifié, et donc on peut aller chercher la data directement auprès des services de l'État. Donc demain, on ne demande plus les URSSAF, on va chercher si l'artisan, l'entreprise est à jour de ces URSSAF. Donc la partie, on va dire, administrative est en train d'être allégée avec cette possibilité d'aller chercher directement les données. Et ça, c'est important. Après, bien évidemment, ça va être surtout sur la partie technique, où là, l'entreprise doit tout simplement nous prouver qu'elle a les compétences, le savoir-faire, le matériel et les hommes pour pouvoir réaliser des chantiers en isolation thermique par l'extérieur, par exemple. Donc on va lui demander des références de chantier, on va lui demander des attestations de travaux signées par des clients, on va lui demander des devis, des factures, on va lui demander les fiches techniques des produits mis en œuvre, on va lui demander la liste de son personnel, depuis quand, quelle est leur classification, le responsable technique qu'on évoquait tout à l'heure, ou le directeur technique, quel est son CV, quels sont ses diplômes, et on va inventorier l'ensemble des moyens et matériels et humains et des réalisations faites par l'entreprise. Et c'est ça qui va être examiné par la commission d'examen, qui est donc avec tous les acteurs du secteur, et qui va dire oui, on lui donne, non, on lui donne pas. Donc du coup, sur cette phase, donc là, après, ensuite, il a son RGE. Donc sur cette phase-là, il n'y a pas de contrôle sur site, quoi. Non. Donc il y a juste des références de chantier et des... Exactement. Et après, il va donc nous déclarer, nous, dans les 6 mois qui suivent l'attribution du signe, puisqu'on doit faire un contrôle sous 24 mois, on va s'adresser à l'entreprise, on va lui dire déclarez-nous vos chantiers, voilà, les fameux 5 chantiers, à minima à nous déclarer, et on va en choisir un sur lequel on va aller faire l'audit. Ce qui veut dire que... C'est lui, donc sur les 5, c'est lui qui va donner 5 chantiers. C'est lui qui donne 5 chantiers. Et ça revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la donnée qui pour nous est essentielle. Si on avait les retours des contrôles ANA, si on avait les retours des contrôles des obligés, on aurait une visibilité autre sur les professionnels RGE. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Si on avait la base de données commune de tous les chantiers aidés, nous pourrions aller chercher aléatoirement les chantiers. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous arrivons à sortir des éco-délinquants. C'est parce qu'ils ont fait 5000 chantiers dans l'année. On leur demande leur CRM, on leur demande une liste de chantiers. On les choisit aléatoirement. Et en choisissant aléatoirement sur ces 5000 chantiers, c'est pas de chance, on va faire 5 audits sur 5 chantiers différents. Et sur chaque chantier, il y a des non-conformités avec des écarts majeurs, mettant parfois en péril la vie des occupants.
et c'est ces mêmes chantiers qui, à ce moment-là, sont contestés par les éco-délinquants et leurs avocats, qui nous traînent devant les tribunaux administratifs en référé liberté, avec 2 motifs essentiels. Le premier, c'est de dire, écoutez, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre, parce que moi, sans RGE, mon modèle économique tombe, et parce que son modèle économique, c'est pas de faire des travaux RGE. Son modèle économique, c'est de faire des travaux RGE pour avoir des C2E. Avec le lien. Et le deuxième aspect est de dire, mais c'est une délégation de service public que vous avez, donc respect du contradictoire. Il faut d'abord faire encore plus d'audits et de contrôles avant de me retirer le signe RGE, parce que c'est une sanction. Et du coup, sur le contrôle, enfin sur les 5 chantiers, c'est sûr ce que vous disiez sur le fait que ces 5, si c'est une petite entreprise, enfin, en gros, qui fait 10 chantiers par an et une qui en fait 4000. Du coup, vous verrez l'évolution comment? Est-ce que, par exemple, le fait de dire que c'est des chantiers aléatoires qui sont contrôlés, parce que c'est vrai que là, comme c'est un choix, et donc forcément, ce choix-là, si c'est sur 4000 chantiers, c'est quand même un peu plus facile de sélectionner des chantiers. Enfin voilà, est-ce que du coup, cette évolution-là vous paraît souhaitable, par exemple, de dire c'est 5 chantiers déjà de manière aléatoire sur l'ensemble du parc? Ou enfin, comment vous imaginez l'évolution, en tout cas, par rapport à ce que vous disiez? C'est sûr qu'il faut dimensionner au volume, alors que dans le décret, on n'a pas ça. Donc c'est ça qu'il faut introduire. Effectivement, c'est en fonction du volume. Et pour pouvoir avoir ce volume-là, il faut avoir la base de données, effectivement, commune, de déclaration, puisqu'ils vont chercher des aides. Donc forcément, c'est dans une base de données, et c'est cette base de données qui doit être partagée avec les organismes de qualification, qui nous permettra d'une part de dimensionner et de voir comment faire évoluer le décret. On est prêt à discuter avec les services de l'État là-dessus. Et puis, en fonction de ce dimensionnement, on ira piocher dans cette base de données. Et à ce moment-là, on aura toute liberté de pouvoir renforcer les contrôles, de pouvoir cibler les contrôles aussi, dès le moment où on a des signalements. Et puis, d'autre part, la commission... comment on appelle, la commission de coordination là, des différentes organisations avec la DGCCRF, avec la gendarmerie, etc. Il faut qu'on échange là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, la DGCCRF, elle ne nous signale pas. Elle ne nous dit pas, voilà, telle entreprise à tel endroit. Non, elle ne nous dit rien. Donc ça, c'est des choses à échanger. Et ça, pour l'heure, c'est non au nom de la RGPD? Oui. D'accord. Les DDPP nous sollicitent. D'accord. On peut avoir aussi une requête d'un procureur, on peut avoir la gendarmerie qui se rend même dans une agence Calibat pour demander à faire les photocopies des pièces qui sont entre nos mains. Pour voir comment le signe RGE et sur la base de quels documents le signe RGE a été délivré. Donc Monsieur, on a de la collaboration. Oui. Mais on aimerait être mieux aidé. C'est ça, être d'accord. Monsieur Doyen. Oui, il y a un vrai chantier à conduire avec le PNC2E pour exploiter soit directement, soit indirectement leur base de données qui sont les clients finaux qu'on demandait de l'aide, réaliser quels travaux par quelle entreprise. Ça, c'est nous, une entreprise qui ne nous déclare pas des travaux, on ne peut pas aller faire des audits quand on ne connaît pas le client final. Donc, alors, soit RGPD pourrait nous permettre de nous donner pas toute la base, mais un extract de clients. Et entre guillemets, on pourrait également travailler avec qui sont les gros faiseurs. Parce que finalement, il y a des entreprises qui font énormément de C2E, et puis on en a plein qui en font un petit peu. Donc, sur ces gros faiseurs, on n'a pas besoin d'avoir leurs 4000 clients. Mais s'ils nous faisaient un extract de 50 chantiers alors qu'on doit en contrôler 5, ça nous donnerait déjà une base. On ne travaillerait pas RGPD. Ou alors, peut-être, c'est que les audits C2E deviennent des audits RGE. Ils se mettent au même niveau de contrôle et ils nous donnent le résultat. Qu'on puisse nous communiquer des choses. Ou bien, oui. Moi j'ai quand même le sentiment qu'on demande aux délégataires et aux obligés de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait dans leur ADN, à savoir faire des contrôles. Alors même, on a des organismes de qualification dont c'est la mission de vérifier que l'entreprise a les moyens, voire au travers des audits, réalise correctement ses chantiers. Et effectivement, si on avait accès plus facilement à la donnée sur les clients finaux, ce qu'on a déjà partiellement aujourd'hui, hein, on a déjà des accords avec le PNC2E, mais sur des volumes qui sont faibles en termes d'échantillonnage, on pourrait, comme cela existe sur le photovoltaïque, comme cela existe sur le forage de géothermie de minime importance,
en ayant accès à cette donnée-là, faire les contrôles qui sont aujourd'hui faits par d'autres organismes. Et encore une fois, pas en interne, puisque de toute façon, c'est sous-traité à des organismes compétents en la matière, des organismes d'inspection ou de contrôle. Mais l'avantage de les faire dans nos organismes de qualification, c'est qu'on a cette capacité de sanction que n'ont pas nécessairement les obligés et les délégataires. Vous voyez très bien que si on a des cartons rouges qui sont sortis par Calibat, Califelec ou CAITE-NR, ça peut très rapidement mettre hors jeu un éco-délinquant, ce qui est plus difficile pour les obligés délégataires qui finalement se repassent la patate chaude en disant bon ben voilà, je travaille plus avec vous, bah, il va aller voir quelqu'un d'autre, et sans que nous ayons l'information que le professionnel se comporte mal. Donc, effectivement, il y aurait peut-être un intérêt à simplifier les démarches, puisque pour l'entreprise, il n'y aurait qu'un interlocuteur par rapport au contrôle, un interlocuteur qu'elle connaît, et coordonner ces contrôles pour faire en sorte que quand il y a des écarts, ils soient corrigés. À ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de correction, en tout cas pas de contrôle sur le terrain quand il y a des écarts majeurs dans le cadre du C2E. Je parle avec des réserves, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Ce qui n'est pas le cas pour les organismes de qualification, où il y a des contre-visites qui sont réalisées. Et en cas de problématique, on a cette capacité de sanction, non pas nécessairement nos camarades. Donc je pense qu'il y a peut-être effectivement un intérêt de redistribuer les cartes pour fluidifier un peu les choses et améliorer la qualité des audits qui sont faits et les suites qui sont données en cas de malfaçon. Bien, écoutez, je vous remercie de ces échanges qui ont été très, très intéressants. Merci beaucoup, Madame et Messieurs. Si vous avez des éléments que nous n'aurions pas abordés de vive voix et que vous souhaitiez, par rapport au questionnaire que vous avez pu recevoir, nous donner un certain nombre de précisions, n'hésitez pas à les faire remonter vers l'administration de la commission d'enquête. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.